Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Sully. Sully. Sully, what you love? Sully, un héros du quotidien, Clint Eastwood a choisi Tom Hanks pour incarner le pilote qui sauva 155 passagers en amérissant sur l'Hudson River. On ne crie pas! On est juste venu chercher de quoi remplir nos poches trouées. On leur avait promis une vie meilleure, ils ont fini braqueurs, le gang des Antillais, ou comment la France des années 70 a marginalisé ses citoyens d'outre-mer. On en parle avec le réalisateur Jean-Claude Barny. Une fable au cœur des montagnes de l'Afghanistan, Wolf and Sheep, premier long métrage d'une jeune réalisatrice afghane de seulement 26 ans. Jean-Claude Barny, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler dans quelques instants de votre film, Le Gang des Antillais. Bonjour évidemment à Thomas Borez. On va débuter cette émission avec la sortie du 35e long métrage de Clint Eastwood dans Sully. Tom Hanks est un pilote d'avion qui va devoir amérir sur l'Hudson River. Oui, comme toute bonne fiction hollywoodienne, tout ça est inspiré d'une histoire vraie. Tout ça se passe le 15 janvier 2009 à 15h31 précisément. Et le vol 1549 de l'US Airways, qui vient à peine de décoller de l'aéroport de LaGuardia à New York, est obligé d'amérir sur l'Hudson River à quelques mètres à peine de Manhattan. En fait, c'est un vol d'oiseau qui a endommagé les deux réacteurs et qui a donc obligé le pilote, Sully, donc, à une telle extrémité. Il va sauver les 155 passagers membres d'équipage. Sully devient un héros national. Tout ça pour être une belle happy end, mais non, on est dans les premiers temps du film, puisque une commission d'enquête diligentée par la compagnie aérienne va essayer de prouver qu'en fait Sully avait agi de manière inconsidérée. Et pourtant, sans ce coup de génie du pilote d'avion, l'avion aurait sans doute fini encastré dans un building de Manhattan, et inévitablement les images du 11 septembre ressurgissent. Clint Eastwood en joue d'ailleurs dans sa mise en scène. Les attentats du World Trade Center étaient encore dans toutes les têtes. Écoutez Tom Hanks à ce propos juste après quelques images du film. No one warned us. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2,800 feet, followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one has ever trained for an incident like that. Tout le monde se disait, les terroristes arrivent sur les buildings et ils ont attendu 10 à 20 minutes avant de décider d'en sortir. Et puis, ils ont allumé la télévision et ils ont vu que c'était la plus belle histoire de la ville de New York. This is the captain. Brace for impact. What? Brace! 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 Heads down! Stay down! There were 155 people on that plane. Brace! 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 You were one of them. Stay down! Over 40 years in the air, but in the end, I'm going to be judged on 208 seconds. I need a count, passengers and crew. Is anyone still here? Voilà, donc inspiré d'une histoire vraie. Il a raison de souligner le spectre du 11 septembre. Bien sûr, il est là dans tout ce film. D'ailleurs, il y a même à un moment un chauffeur de taxi qui prend Tom Hanks, donc le pilote, dans son taxi, qui lui dit « Ça faisait longtemps qu'à New York, on n'avait pas eu de bonnes nouvelles, surtout à propos des avions. » Tout ça pour dire qu'effectivement, le contexte est très présent. Après, ce qui m'intéresse, moi, au-delà de tout ça, c'est l'universalité du propos et surtout la figure du héros américain qui est travaillé sans cesse par Clint Eastwood. C'est un film tout en clair-obscur. C'est un film presque mental, puisque le film va obliger le pilote à se refaire mentalement toutes les images, toute la séquence de son amérissage. Et il va se poser à chaque fois la question, est-ce que j'ai bien agi ou pas? Ça qui est intéressant avec Clint Eastwood, c'est aussi cette mise en scène extrêmement fluide, une ligne claire. On oublie à quel point Clint Eastwood, cinéaste, dans ses 35e film, arrive à une certaine épure dans sa mise en scène qui est formidable. Petit bémol, c'est inspiré du livre écrit par Sully, donc il y a un côté un petit peu hagiographique. C'est pas la première fois que Clint Eastwood, en tant que cinéaste, s'attaque à des héros ayant réellement existé. On se souvient de son film
Bird sur le jazzman Charlie Parker, il y avait Invictus sur Nelson Mandela et aussi l'équipe des Springboks qui avait gagné la Coupe du Monde de rugby, J. Edgar sur J. Edgar Hoover qui a été patron du FBI pendant une 50aine d'années et son dernier long métrage American Sniper avec Bradley Cooper. Voilà donc un film extrêmement puissant et très fort. Et avec un Tom Hanks au sommet de sa gloire. Alors des héros tourmentés ayant réellement existé, il en est question aussi dans votre film, le Gang des Antillais, Jean-Claude Barny, qui est inspiré de la propre histoire donc de Loïc Léry, qui en avait fait un livre, un jeune braqueur antillais arrivé dans le Paris des années 70. Avant qu'on en parle, Thomas va nous replacer un peu votre parcours et présenter votre film. Voilà, donc ça fait 20 ans, Jean-Claude Barny, que vous gravitez dans les sphères du cinéma. Vous êtes originaire plutôt de Guadeloupe et de Trinidad et Tobago, il faut le préciser. Et c'est en 1994 que vous signez votre premier court-métrage avec un casting, Saïd Tagmaoui, Vincent Cassel et Mathieu Kassovitz. Ça préfigure d'une certaine manière la haine et vous allez d'ailleurs collaborer au casting de ce film. En 2005 sort Neg Marron. Neg Marron, c'est votre premier long-métrage, portrait sans concession d'une jeunesse guadeloupéenne à la dérive. On voit l'affiche ici. Ensuite, vous avez travaillé beaucoup pour la télévision et notamment en 2014, il y a le téléfilm Rose et le soldat sur l'histoire de la Martinique pendant la Seconde Guerre mondiale avec, au générique, Zita Enro qui a obtenu un César cette année pour le magnifique film Fatima, et Zita Enro surtout qu'on retrouve au générique de votre film, votre deuxième long métrage, donc Le Gang des Antillais. L'histoire d'un Martiniquais qui débarque à Paris dans les années 70, suivant le programme du BU-MIDOM, en fait, qui était un programme censé encourager la jeunesse d'outre-mer à s'installer en métropole. Pour beaucoup, ce sera la désillusion, et notamment pour vos héros. Et il s'appelle Jimmy Larivière, votre héros, et il va s'associer avec d'autres Antillais et commettre quelques braquages. On en parle tout de suite. Bonne annonce d'abord. Arrête pendant qu'il est encore temps. Je sais d'où tu viens. Je voudrais pouvoir t'aider. Fais confiance aux Blancs, toi. Arrête, Jimmy. Il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Pas ici. C'est à toi de régler ça. Tu as le choix. Tu vas finir en prison, Jimmy. Pourquoi t'as laissé faire ça? Jimmy! Voilà donc Jean-Claude Barny, un film d'époque, puisque ça se passe à Paris dans les années 70, on voit même les costumes. Comment on s'imprègne d'une telle époque? Est-ce qu'on rencontre des gens qui ont vécu cette période? Mais surtout, comment, voilà, esthétiquement, on arrive à reconstituer ce Paris des années 70? En fait, quand j'avais un véritable outil qui était mes parents, c'est-à-dire que j'ai aussi beaucoup travaillé sur des photos souvenirs, sur des photos d'albums, et puis c'est passé même que ça que de nous. Il y a aussi pas mal de films sur lesquels référents on a traité les années 70 différemment, parce que c'était toujours de notre point de vue. Et pour moi, il manquait les années 70 du point de vue afro. Et donc, c'est facilement mettre un parallèle entre nous, ce qu'on connaît dans l'imaginaire télévisuel et au cinématographique, et puis l'intégrer avec le parcours des parents, les vêtements des parents, pour trouver une certaine symbiose et esthétisme pour qu'on soit un peu raccord. Alors, c'est pas simplement un film de gangster, c'est le tableau de cette France des années 70, du sort qu'elle a réservé à ses citoyens d'outre-mer. En quoi ce film a aussi une résonance, un écho dans l'actualité d'aujourd'hui? Je crois que c'est vrai que les années 70 ont été déterminantes pour beaucoup de communautés. C'est-à-dire que leur arrivée ici, comme vous l'avez dit, mais aussi c'est ce parcours aujourd'hui sur lequel on essaie de faire un parallèle. C'est-à-dire qu'il y a une discrimination encore présente aujourd'hui, mais il y a aussi ce qu'on appelle le contrat non abouti. Le contrat non abouti, c'est ces gens qui sont arrivés avec des espoirs, avec des envies, une façon de rentrer dans la citoyenneté, aussi dans la nationalité, et puis tout d'un coup on se rend compte que le chemin est moins difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu marginalisés, et moi avec ce film j'ai voulu à la fois faire un constat sur cette année-là, mais aussi répondre à des questions présentes. Et c'est ce parallèle, ce va-et-vient qui a sans cesse dans ce film, et je pense qu'il fait facilement résonance en ce que vive aujourd'hui notre citoyenneté. Oui, parce que c'est un film, on va dire, de gangsters, mais des gangsters pas comme les autres, pas tout à fait comme les autres. Déjà, certes violents, mais c'est des gens qui, je crois, n'ont tué personne dans leur braquage, qui faisaient vraiment un souci presque de faire attention à la population. Et surtout, on sent chez eux une rage, et il y a une dimension forcément politique dans leurs gestes. Oui, complètement. Vous savez, je pense que, en tout cas dans ce projet, dans l'histoire de Loïc Léry, parce que c'est une autobiographie, c'est que
c'est cette discrimination, cette mise au banc de la société qui les a portés à se révolter. Et cette révolte s'est transmise par les armes. Mais ce sont aussi des idéologues. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont portés par un mouvement de justice et non pas de crapulerie ou d'égoïsme. C'est rendre justice à leur communauté. C'est pour ça qu'ils ont fait tout le temps attention à ne pas se desservir et seulement à traumatiser d'autres personnes dans lesquelles eux-mêmes se sentaient traumatisés. C'est toujours la ligne fine dans laquelle nous étions, de jamais traumatiser l'autre quand nous-mêmes nous sommes détraumatisés. Alors, vous avez constitué un casting d'acteurs noirs pour ce film. Justement, les acteurs, les actrices noires se plaignent souvent du manque de représentativité dans le cinéma. Est-ce que faire un film comme le vôtre aujourd'hui, c'est difficile en France ? C'est à la fois difficile, mais c'est aussi... la difficulté fait naître aussi l'envie. Et cette envie, c'est non seulement dire, OK, on existe en tant qu'acteur, metteur en scène ou comédien, mais c'est aussi ce partage de cinéma que nous, on essaie de développer, parce que je me dis, si demain, ces acteurs ou ces réalisateurs ne sont pas aussi en proposition, c'est aussi parce que c'est à nous de s'emparer du projet. Et je crois que c'est la meilleure façon de genre, quand vous avez un cinéma particulier ou de genre, c'est à vous de dire, voilà, ce genre n'est pas mis en avant, est-ce que moi, je peux m'en accaparer? Et c'est là, ce film existe parce que, je pense avec beaucoup de certitude, d'autres gens n'auraient pas pu l'emmener là où on l'en est. Donc, il y a une légitimité de faire ce genre de film par un afro, avec des comédiens afro ou par un producteur afro. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'on est marginalisé au sens propre. On est victime évidemment d'une discrimination, mais on n'est pas complètement au banc de la société civile ni artistique. Et nous, on trouve notre place en disant, voilà, ce film devait naître parce qu'il avait une légitimité. Et c'est un beau symbole qu'il soit sur les écrans. Absolument. Aujourd'hui, merci beaucoup Jean-Claude Barny d'être venu nous en parler avec JJ Apali, un des interprètes formidable dans le film, de ce film. Direction maintenant la campagne afghane avec Wolf and Sheep qui a obtenu un prix à Cannes cette année. Oui, c'était la Caserne des réalisateurs, ça a gagné un grand prix, un film qui a été remarqué aussi pour le profil un peu atypique d'une certaine manière de ce film. Déjà, la réalisatrice s'appelle Shahrbanu Sadat, elle a 26 ans, elle est afghane et en Afghanistan, eh bien, il n'y a pas d'industrie cinématographique, donc elle a dû se battre pour faire son film. Ça se passe dans la campagne afghane, on va suivre deux petits-enfants, deux bergers qui doivent faire attention aux loups qui rôdent. C'est un film qui, à la fois, a une dimension très documentaire, c'est de la fiction, parce que tout le monde joue quand même. Voilà, alors on peut repêcher un peu un scénario qui parfois manque un petit peu de corps. Il n'empêche que les images sont incroyables. Il y a une imprégnation incroyable des paysages afghanistan qui vont à l'encontre des clichés qu'on pourrait avoir de l'Afghanistan aujourd'hui, la guerre, etc. Donc un beau film, en tout cas au niveau de nature. Merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine. Merci encore Jean-Claude Barny et merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va terminer avec le nouveau Disney Vaiana, la légende du bout du monde de John Musker et Ron Clements. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Les cacamora. Les caca quoi? Ah, ils sont trop mignons.